Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et en 1982, le Tchad était par terre, sur tous les plans. Et l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution, les militants, ont dépensé des trésors d'ingéniosité, d'énergie, pour que le Tchad puisse renaître de ses cendres. Arrivé depuis 5 ans à la tête du Tchad à la faveur d'une rébellion, Hissène Habré continue de faire face à plusieurs adversaires armés ou réarmés par la Libye et le Soudan. Des rébellions contre lesquelles il a de plus en plus de mal à résister, notamment avec la décision politique de la France de le pousser à négocier avec le grand voisin la Libye, avec qui elle s'est réconciliée et entretient désormais des relations commerciales. Hissène Habré est donc contraint à la négociation, même s'il ne fait absolument pas confiance au guide libyen Mouammar Kadhafi. On ne peut pas retourner la roue de l'histoire et que nos frères libyens comprennent. Ils ont intérêt à faire la paix avec nous. Nous avons parcouru un chemin. Nous avons rétabli nos relations diplomatiques. Les frères libyens sont ici, des Tchadiens sont là-bas. Nous dialoguons. Nous faisons de belles déclarations. Et nous avons signé le 31 août un accord en bonne et due forme à Alger. Et nous devons respecter cet accord. Nous devons joindre la parole à l'acte et ne pas chercher à tromper. Comment tromper un peuple qui a combattu 25 ans les armes à la main? Les nations occidentales ne sont pas non plus épargnées par le chef de l'État tchadien qui estime qu'elles jouent un rôle trouble. Les ruptures d'alliance qu'elles opèrent ne sont pas innocentes à ses yeux. Et sa révolution est là pour les dénoncer. Les mots pour le dire sont sans ambiguïté. Nous avons suffisamment versé notre sang pour faire notre unité. Que les néocolonialistes et les impérialistes s'occupent de leurs affaires. Le temps où ils conduisent les destinées des peuples révolus, la révolution mondiale se poursuit. La révolution des peuples se poursuit. Des peuples aujourd'hui humiliés, hier écrasés. Le temps de la traite des nègres est passé. Le temps de la colonisation est passé. Suite et fin de notre série consacrée à Hissène Habré. Si sur le plan international, notamment avec ses voisins et les puissances étrangères, il éprouve quelques difficultés à se faire entendre dans la seconde moitié de la décennie 80, à l'intérieur, Hissène Habré a décidé de mettre en place une administration moderne. Mais la psychose du complot permanent, la peur de se voir renversé par une autre colonne de rebelles, le hante et l'amène à durcir son régime, à mettre sur pied une police qui arrête, torture et enferme tous ceux qu'elle soupçonne de contact avec l'opposition extérieure. Les prisons tchadiennes se remplissent. C'est l'ère du soupçon et des délations. Avec une police, un service secret particulièrement violent, la DDS, la Direction de la Documentation et de la Sécurité, l'équivalent local du KGB, du temps de l'Union soviétique bien sûr. Il faut dire qu'ici aussi, on parle de révolution. Et on estime que le multipartisme ne se justifie pas. Le jeu de la démocratie est encore un exercice dangereux pour le peuple. En réalité, Hissène Habré a du mal à admettre que l'on conteste trop fortement son pouvoir. La sécurité, c'est la condition du développement, explique-t-il à ceux qui s'offusquent devant son autoritarisme, les exactions et les violations des droits de l'homme qui se multiplient. Il faut à tout prix réaliser l'unité nationale du Tchad. Et cela, quel qu'en soit le prix. Galigoté Ngata, un ancien directeur du cabinet du président Habré. L'unité du Tchad, beaucoup de nos détracteurs, beaucoup des ennemis du Tchad, beaucoup de jaloux, beaucoup de gens qui ne veulent pas du progrès du Tchad, disaient que le Tchad ne peut pas s'unir, que le Tchad est un pays de tribus, le Tchad est un pays de multiples religions, que les Tchadiens ce sont des gens qui aiment faire la guerre, des gens
qui ont dans le sang les désordres, qu'ils ne peuvent pas s'unir. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est affaiblir le Tchad. Le but, c'est diviser le Tchad pour mettre la main sur le Tchad. Sur le plan national donc, le Tchad traverse une sourde crise. Hissène Habré et son régime sont craints de tous. Il impose ses vues sur tous les points. Quelqu'un, par exemple, à qui le pays confie une responsabilité importante. Ce monsieur détourne l'argent. Mais c'est un coup de massue contre la société. Mais quand des sanctions sont prises, alors ces messieurs disent on les a chassés, que les gens sont ingrats. Et ils ont volé. Cette situation de complot permanent, d'arrestations arbitraires nées de son obsession de protéger son pouvoir, rend naturellement plus acceptable, plus sympathique l'opposition extérieure, qui pendant ce temps n'est pas inactive. Juin 1989. Une tension règne à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Les forces tchadiennes sont placées en état d'alerte pour faire face à une éventuelle attaque dite de la Légion islamique, l'équivalent de la Légion étrangère en Libye. On n'exclut pas à cet instant que l'armée tchadienne soit en train de préparer une opération préventive, comme elle l'a déjà fait dans cette région soudanaise mal contrôlée par les autorités de Khartoum. Selon N'Djamena, les rescapés de la rébellion de la nuit du 1er au 2 avril contre le président Habré, avec à leur tête l'ancien conseiller de la présidence du Tchad, Idriss Déby, sont associés à ces préparatifs d'attaque contre le Tchad. Le président Hissène Habré, sans attendre le début des combats, met immédiatement en garde Khartoum, la capitale soudanaise, contre toute présence militaire libyenne sur son sol. Il menace le pouvoir soudanais de répression. À Khartoum, cette déclaration est considérée comme une déclaration de guerre. Les hostilités commencent alors à la frontière soudanaise, à l'est d'Abéché. Devant la persistance et la dureté des affrontements, le président Hissène Habré va personnellement quitter N'Djamena pour aller prendre la direction des combats dans l'est du pays. Comme il l'a fait à plusieurs reprises dans le passé, il dirige lui-même la bataille et observe un silence total sur ses déplacements. Le 25 novembre 1990, le président Habré, lors d'une contre-attaque qu'il dirigeait personnellement dans le secteur frontalier d'Iriba-Tina, va échapper de peu à la capture des combattants d'Idriss Déby qui gagnent du terrain. « 11 décembre 1990. Au Tchad, un nouveau rebelle en chasse un ancien. Idriss Déby est le nouveau maître de N'Djamena. Hier, il est entré sans coup férir dans la capitale tchadienne, capitale désertée quelques heures auparavant par Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, dont on ne sait d'ailleurs s'il est mort ou vivant, la Libye ayant annoncé qu'il avait été tué à la frontière soudanaise. Le Quai d'Orsay a d'autres informations contradictoires. Dans un premier temps donc, on croit Hissène Habré mort. L'armée française, sur ce coup, n'a bizarrement pas levé le petit doigt. Elle n'a pas volé au secours de celui qu'elle protégeait jusque-là contre la rébellion. Monsieur le ministre Nadjita Béassouma, là, Paris avait clairement décidé de lâcher Hissène Habré pour soutenir Idriss Déby, non? Idriss Déby bénéficiait de la logistique de l'armée française qui était stationnée à N'Djamena. Dès le lendemain de ce coup de force, passé les premiers moments de cafouillage, de flou qui entourent ce type d'opération, la presse peut enfin annoncer de façon claire la chute du chef de guerre. Hissène Habré est tombé. Le calme règne apparemment à N'Djamena, la capitale du Tchad, sillonnée par les patrouilles du mouvement d'Idriss Déby. Le chef des rebelles lui-même est entré dans la ville hier en fin d'après-midi, une entrée plutôt sobre. Il a indiqué qu'il ne reconnaîtrait aucune des institutions en place, donc pas le chef du Parlement tchadien qui assure l'intérim depuis la fuite d'Hissène Habré. La France, qui s'en est tenue à une attitude neutre dans cette affaire, pourrait jouer les intermédiaires. Une attitude neutre, c'est un peu vite dit. Quoi qu'il en soit, Idriss Déby, l'ancien chef d'état-major de Hissène Habré, est le nouvel homme fort du Tchad. Tchadiens, les secteurs militaires ne doivent pas nous laisser croire que la lutte est terminée, car nous aurons définitivement extirpé les démons de la dictature. Nous ne pourrons nous sentir à l'abri de retour à ce système odieux qu'après l'établissement d'une démocratie vraie. Monsieur Béassouma, vous qui avez vécu ces événements, comment expliquez-vous la facilité avec laquelle les combattants d'Idriss Déby ont renversé ce chef de guerre qui en avait pourtant vu d'autres? Le président Déby
était le chef d'état-major du président Habré. Et il avait une connaissance réelle du terrain, ce qui lui a permis de conduire les opérations qui ont abouti, n'est-ce pas, à la chute de M. Habré. Ce 11 décembre 1990 donc, le président Habré, qui vient de perdre le pouvoir, s'enfuit d'abord vers le Cameroun voisin, avant de débarquer un peu plus tard dans la capitale sénégalaise, à bord d'un Hercule C-130. Cet avion sera restitué un peu plus tard au gouvernement tchadien, après un jugement du tribunal de Dakar. Dès son arrivée à Dakar, le président déchu est reçu selon l'hospitalité sénégalaise, la teranga. Mais le gouvernement lui signifie clairement qu'il doit se montrer discret. Et Hissène Habré va très rapidement être rattrapé par les crimes commis par son régime. Un rapport accablant d'Amnesty International pousse le gouvernement à engager contre lui une procédure pour crimes contre l'humanité. Monsieur Béa Soumal, vous êtes le ministre de la Justice qui, à ce moment-là, met sur pied cette procédure. Quels étaient les chefs d'accusation sur le moment? Dès la prise de pouvoir par le MPS, nous avons mis en place une commission d'enquête sur les crimes et détournements commis par l'ex-président, ses co-auteurs et ses complices. Cette commission a réussi à établir un tableau macabre. Le monde va découvrir alors les charniers du régime Habré. Les langues se délient enfin pour parler des exactions, des crimes en masse commis par la fameuse DDS, la police politique de Hissène Habré. On parle de plus de 40 000 morts et des milliers de disparus. La justice internationale se saisit de l'affaire. Des associations de victimes se créent. Et pourtant, certains refusent de dénoncer ces crimes en public, puisque malgré les charges qui pèsent sur lui, une rumeur persistante va pendant plusieurs années faire croire qu'il prépare son retour, qu'il a réuni ses combattants pour renverser le régime en place. Derrière les rébellions qui vont tenter de renverser le président Déby, on va quelquefois voir sa main. Mais il n'en est rien. Président Goukouni Ouédé, on a souvent dit aussi que dans son exil, il avait pris contact avec vous pour reconquérir le Tchad. Est-ce vrai? Lorsqu'il est parti en Libye, il a dépêché immédiatement un émissaire en la personne de Senussi Kosso, actuellement en France, à Orléans. Il est venu me trouver à Alger, me dire voilà, Hissène propose à ce que je trouve une solution avec ses combattants, ses responsables, pour renverser le régime en place. Moi, j'ai refusé cela. Lorsque vous entendez le nombre de victimes de son régime, président Goukouni Ouédé, plus de 40 000 morts identifiés et des milliers de disparus, pour vous, cela correspond-il à la personnalité de Hissène Habré que vous connaissiez, qui a combattu avec vous et contre vous? Pendant son règne ici, tous les proches à moi ont été faits prisonniers. L'un d'entre eux est mort. Ils ont été faits prisonniers et ils ont eu le salut à travers le MPS. Donc, qui était conduite par le président Déby. Voilà. Ils m'ont raconté ce qui s'est passé au pays, dans les prisons. On ramassait les gens chaque jour. C'est pour cette raison, la personne qui a massacré des Tchadiens de cette manière, même lorsqu'on était au Maquis, j'avais une idée, je savais de lui deux choses. Un, c'est quelqu'un très organisé et qui ne sort jamais un seul sou sans une raison valable. Deux, s'il veut atteindre un objectif, il sacrifie son père, sa maman pour parvenir. Il s'en fout. Pour vous, il est donc normal qu'il réponde devant la justice pour tous ses crimes? Effectivement. Quelqu'un qui a agi de cette manière doit nécessairement passer devant le tribunal. Hissène Habré s'apprête en tout cas à répondre de ses crimes devant la justice. Pour l'instant, c'est la juridiction qui reste à déterminer. Avec le recul et sans passion, M. Goukouni Ouédé, vous qui l'avez bien connu, quel bilan dressez-vous de son passage à la tête de l'État tchadien? Depuis que Hissène est à la tête de ce pays, j'étais contre lui. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de contact entre lui et moi. Mais en tant que Tchadien, en tant que témoin de ce qui s'est passé pendant sa règne, le Tchad est craint par ses voisins. Il a pu organiser une armée. Et avec cette armée qu'il a constituée, il fait peur à ses voisins puisque personne n'ose l'attaquer. Ne s'hasarde vers venir comme ça au Tchad. Et ça reste. Bon, après son départ, on a découvert les cadavres qu'il a laissés le long du Chari, ce qu'il a fait dans les prisons.
Ça, les Tchadiens n'oublieront jamais. Tous les bienfaits au pays sont balayés par les mauvaises choses. Sur le plateau de cette émission réalisée à N'Djamena, un des proches collaborateurs de Hissène Habré, l'un des rares qui accepte de le défendre encore publiquement, son ancien ministre des Affaires étrangères, le général Guara Lassou, le présente comme un vrai patriote. Certaines voix s'élèvent aussi de plus en plus pour dire qu'il était soutenu jusque-là par Paris et que son renversement n'a été rendu possible que parce qu'il a refusé de donner d'exploitation du pétrole tchadien aux Français et qu'il paye aujourd'hui encore son insolence vis-à-vis de Paris. C'est vrai? D'abord, je crois que ce que vous avez dit est entièrement vrai. Pourquoi je dis cela? Parce que Hissène, tellement il se croyait vraiment assis à la tête de ce pays et qu'il voulait faire du bien à ce pays, finalement, il s'est glissé vers la pente. Pourquoi cela? Parce que je le connais, il sait très bien. Il est obsédé. Si quelqu'un lui dit que tel type est contre toi, c'est fini. Il a la frousse, il a peur il le soupçonne quotidiennement. Il est en même temps rancunier. Pour la Libye, le fait que les Libyens, en 1970, le capturent, le fait expulser en Libye, lui fait croire que les Libyens sont toujours contre lui. Sinon, le jour où j'ai été délégué par l'organisation pour aller en Libye rencontrer les Libyens, ce jour-là, si Hissène partait, je suis convaincu que Kadhafi et Hissène vont s'entendre, ils vont lier leur sort ensemble et ils pousseront loin. Mais Hissène n'a pas profité de cela. Et le fait que je suis parti voir les Libyens, il a cru que les Libyens ont quelque chose avec Goukouni. Il a eu peur. C'est ce qui nous a amené en fin à notre déchirement interne. Ici, Hissène voulait, c'est-à-dire en tant que chef de l'État, il a la capacité de résister militairement. Donc il voulait s'opposer à la France. L'interview qu'il a donnée à la conférence de Bôle l'a tué. Les Français donc voulaient absolument mettre la main sur le pétrole tchadien. Là, Hissène ne voulait pas. Pourquoi je dis cela? Dans la prison ici à N'Djamena, mes frères qui sont sortis de la prison me racontent. Un homme politique, prisonnier lui aussi comme eux, leur a dit, si Hissène résiste jusqu'à la fin du mois de décembre, il ne sortira plus jamais. Donc, tout était organisé. Tout était organisé. Cette personnalité est au courant. Ce qui veut dire que les Français ont programmé pour que Hissène parte. Et il est parti. À cause du pétrole. À cause du pétrole. Comme Tombalba est parti, assassiné à cause du pétrole. Au début du mois de décembre 2012, les bailleurs de fonds, l'Union africaine et les autorités sénégalaises se sont mis d'accord sur un projet de financement conjoint des chambres africaines extraordinaires qui vont juger Hissène Habré. On s'achemine donc progressivement vers un procès au Sénégal. En l'attendant, s'il se tient finalement, bien sûr, notre spécial qui lui était consacré se termine sur ce bilan tel que vous venez de l'entendre. Mais vous pouvez bien sûr écouter l'intégralité de cette série sur le site de RFI et nous faire partager votre sentiment ou votre analyse sur la page Facebook de l'émission. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage qui a marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. Mais en attendant, voici une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.